Une planète peut-elle dépasser la taille de son étoile parente? Si l'on parle d'une étoile comme notre Soleil, cela semble extrêmement improbable. Toutefois, considérons le cas d'une naine blanche, résidu d'une étoile similaire au Soleil, qui, après avoir expulsé ses couches externes, ne conserve que son noyau. Ce noyau compact, que l'on nomme naine blanche, atteint généralement une taille comparable à celle de notre planète. Dans le cas où une étoile abritait, avant son extinction, une planète plus grande que la Terre, cette planète pourrait survivre au chaos stellaire. Une telle configuration pourrait alors donner naissance à un système où la planète surpasse l'étoile en taille. Des observations ont effectivement révélé l'existence de systèmes de ce genre. Mais une difficulté s'impose. Une naine blanche n'est plus une étoile active comme notre Soleil. Privée de toute production d'énergie, elle se refroidit lentement, ce qui limite l'intérêt pour un tel système. À titre de comparaison, le Soleil est un astre en pleine activité, alimenté par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, entamé il y a plus de 4 milliards d'années, se poursuivra encore pendant 7 ou 8 milliards d'années. En termes de dimension, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Quant aux planètes, il n'est pas possible qu'elles soient considérablement plus grandes que Jupiter. Toute augmentation de masse entraîne une contraction de leur taille. Il semble donc exclu qu'une planète dépasse la taille du Soleil. Cela dit, il existe des étoiles naines rouges, des astres de faible luminosité qui comptent parmi les plus petites étoiles observées. À peine assez massives pour maintenir une fusion nucléaire, ces étoiles présentent des dimensions extrêmement réduites. Les plus petites étoiles connues, récemment découvertes, EBLM J055557AB et 2 masses J052338V2 14O3O22, fusionnent difficilement l'hydrogène en hélium et nécessitent une masse minimale d'environ 0,77 fois celle du Soleil, soit environ 75 masses de Jupiter, pour y parvenir. Bien que minuscules, elles demeurent des étoiles à part entière. Certaines possèdent une taille inférieure à celle de Jupiter, et l'une d'entre elles rivalise même avec Saturne en termes de petitesse. Cela signifierait-il qu'une étoile pourrait avoir une planète plus grande qu'elle-même? En théorie, oui. Toutefois, en pratique, ces systèmes planétaires demeurent extrêmement rares et difficiles à identifier. Nous avons découvert et étudié un grand nombre d'exoplanètes, ces mondes gravitant autour d'autres étoiles. Ces observations ont révélé des caractéristiques variées, telles que des différences de masse, de taille ou de luminosité. Toutefois, une tendance se dégage. Les naines rouges n'abritent généralement pas de géantes gazeuses dans leur orbite. Lorsqu'elles possèdent des planètes, celles-ci sont le plus souvent de petits mondes rocheux, semblables à la Terre, que l'on qualifie également de planètes telluriques. À titre d'exemple, le système TRAPPIST-1, une naine rouge, compte 7 planètes de la taille de la Terre autour d'elle. Les géantes gazeuses en orbite autour des naines rouges sont extrêmement rares. Moins d'1 sur 100 de ces petites étoiles semblent abriter une telle planète. Ce chiffre pourrait même être surestimé, car il repose sur l'observation de candidates dont l'existence n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, les étoiles les plus petites sont également celles qui émettent le moins de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Identifier la présence de planètes autour de ces astres représente donc un défi. Et lorsqu'elles en possèdent, il reste complexe de déterminer si ces planètes sont gazeuses ou telluriques. Toutefois, l'existence d'un système où une planète dépasse la taille de son étoile reste possible, bien que sa probabilité soit extrêmement faible. Par ailleurs, les naines rouges sont très répandues. Elles représentent environ 70% des étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant. Même si les naines rouges extrêmement petites sont relativement rares, leur nombre dans la galaxie se compte probablement en millions, voire en milliards. Ainsi, même si une faible proportion de ces étoiles abrite des géantes gazeuses, cela pourrait signifier qu'un nombre significatif de ces systèmes existent. Et parmi eux, certains pourraient bien héberger des planètes plus grandes que leurs étoiles hôtes. Levez les yeux vers le ciel. Quelle que soit la direction choisie, les limites de votre vision s'étendent à des distances vertigineuses. La lumière la plus ancienne observable aujourd'hui a été émise il y a environ 13,8 milliards d'années, correspondant à la date même du Big Bang. C'est pourquoi le fait suivant peut paraître si déroutant. Lorsque cette lumière, ayant parcouru un univers en expansion, atteint enfin la Terre, elle nous renseigne sur des objets désormais situés à quelques 46,1 milliards d'années-lumière. Ce paradoxe ne s'explique que par l'expansion du tissu spatial, rendant possible l'observation d'objets à des distances bien supérieures à 13,8 milliards d'années-lumière. Avec le temps,
des régions encore plus lointaines deviendront accessibles à notre observation, à mesure que la lumière en transit finira par nous atteindre. Pourtant, il existera toujours une limite à ce que nous pouvons observer. C'est la frontière de l'univers observable. Cela signifie également qu'à chaque instant passé, l'univers possédait une taille finie, et qu'il était plus compact qu'il ne l'est aujourd'hui, en fonction du temps écoulé depuis le Big Bang. Mais que découvririons-nous si nous remontions jusqu'aux tout premiers instants, au moment exact du Big Bang? De manière surprenante, nous ne serions pas confrontés à une singularité où l'univers aurait eu une densité et une température infinies, confinées dans une taille infime. Au contraire, il existerait une limite, la taille minimale que l'univers aurait pu atteindre. Explorons ensemble pourquoi une telle limite est nécessaire, et jusqu'où pourrait s'étendre cette incroyable petitesse. Si l'on souhaite comprendre ce que l'univers réserve dans le futur ou ce qu'il a traversé par le passé, il est impératif de maîtriser les lois fondamentales qui le régissent. Ces lois, définies par la théorie de la relativité générale, établissent que la gravitation, telle que nous la percevons, découle de la courbure de l'espace-temps. Un autre principe essentiel à garder à l'esprit est que l'univers est isotrope, présentant donc les mêmes propriétés dans toutes les directions observées et homogène, affichant ainsi des caractéristiques identiques en tout lieu. Toutefois, si l'univers présente les mêmes propriétés en tout lieu et dans toutes les directions, cela implique qu'il doit nécessairement être en expansion ou en contraction. En supposant que l'on connaisse son taux d'expansion actuel, il devient possible de calculer la taille de l'univers observable à n'importe quel moment passé ou futur, d'estimer la vitesse d'expansion à ces instants, ainsi que de déterminer l'importance énergétique de chacun de ses composants. Et ce qu'il s'agisse du rayonnement, de la matière ordinaire, de la matière noire, des neutrinos ou encore de l'énergie sombre. Pour comprendre l'évolution de l'univers, que nous parlions de son passé ou de son avenir, il est essentiel d'analyser comment chacun de ces composants interagit avec le temps et sous quelles conditions ils peuvent se transformer. D'après la théorie de l'inflation cosmique, l'univers aurait été, à ses débuts, imprégné d'une immense quantité d'énergie, comparable à l'énergie sombre mais d'une magnitude bien supérieure. Cette énergie aurait provoqué une expansion extrêmement rapide de l'univers, le rendant progressivement plus froid et plus vide. Puis, après une période prolongée de croissance accélérée, la majeure partie de cette énergie se serait convertie en matière et en rayonnement, marquant ainsi le début du Big Bang tel que nous l'envisageons. En ce qui concerne la taille de l'univers, aujourd'hui, 13 milliards et 800 millions d'années après le Big Bang, son diamètre atteindrait environ 46 milliards d'années-lumière. Lorsque la matière a commencé à dominer le rayonnement, ce qui s'est produit environ 10 000 ans après le Big Bang, l'univers mesurait à peu près 10 millions d'années-lumière. À l'âge de 3 ans, il atteignait une taille comparable à celle de notre galaxie, la Voie lactée. Lorsqu'il n'avait qu'1 an, il était encore plus petit, et si chaud qu'une fusion nucléaire s'y produisait. Et une seconde seulement après le Big Bang, l'univers était encore trop chaud pour permettre la fusion nucléaire. Son rayon atteignait néanmoins une dizaine d'années-lumière, ce qui correspondrait aujourd'hui à un espace englobant les 9 systèmes stellaires les plus proches du nôtre. Et si nous pouvions remonter jusqu'au millième de milliardième de seconde après sa naissance, nous observerions un univers dont la taille correspondrait à l'orbite actuelle de la Terre autour du Soleil. La plupart de ces points scintillants disséminés dans le firmament semblent hors d'atteinte. Pourtant, l'un d'eux, Bételgeuse, est une étoile si gigantesque et si proche que l'on peut l'observer à l'œil nu. Pour la repérer, commencez par identifier les 3 astres alignés de la ceinture d'Orion. L'étoile rougeâtre située sur la gauche est Bételgeuse. Elle figure parmi les plus brillantes visibles depuis la Terre et ne se trouve qu'à quelques 640 années-lumière. Bételgeuse appartenait à la catégorie des étoiles de type O à la teinte bleu-blanc, l'une des plus chaudes qui soit. Elle atteignait alors des températures avoisinant les 50 000 degrés Celsius. Mais cette époque est révolue, désormais vieillissante. Elle s'est refroidie pour culminer à une température de seulement 3200 degrés Celsius. Un pause de 3 secondes. Les étoiles bleu-blanc sont d'une masse colossale et brillant d'un éclat saisissant, grâce à l'abondance de leur hydrogène. Toutefois, cette splendeur a un prix. Elles consument leur carburant à un rythme effréné. Et, en prenant de l'âge, elles évoluent naturellement en géantes rouges. C'est précisément ce qui est arrivé à Bételgeuse. Ayant épuisé son hydrogène, elle a commencé à brûler de l'hélium.
Cela a provoqué le gonflement spectaculaire de ses couches externes, à la manière d'un ballon, la transformant en supergéante rouge et la propulsant parmi les plus grandes étoiles recensées. Elle atteint à présent un diamètre de plus d'1,13 milliard de kilomètres. À ce stade, elle est environ 1000 fois plus volumineuse que notre Soleil. Si Bételgeuse venait à le remplacer, elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Son atmosphère s'étendrait presque jusqu'à Saturne. Pause de 3 secondes. Un phénomène intrigant a récemment été observé. Bételgeuse s'est mise à tourner bien plus vite que ne le permettrait normalement sa taille. Les étoiles de cette envergure sont censées avoir une rotation lente. Pourtant, elle s'est brusquement mise à tourner à une vitesse d'environ 5 km par seconde. Grâce à de puissants radiotélescopes, la surface orangée de Bételgeuse a pu être observée avec une grande netteté. C'est ainsi que l'on a découvert ces variations de luminosité. Par moments, elle brille intensément, puis s'assombrit considérablement. Ce cycle se répète tous les 400 jours environ. Plus récemment, le télescope ALMA, un réseau d'antennes fonctionnant comme un instrument unique, a révélé que la surface de Bételgeuse se déplaçait de façon asymétrique. Une portion semble s'approcher de nous, tandis que l'autre s'en éloigne. Pause de 3 secondes. Mais il se pourrait que tout cela ne soit qu'un effet d'optique. Contrairement à notre Soleil, à la surface homogène, Bételgeuse présente un relief chaotique, semblable à un chaudron en ébullition. Elle bouillonne, tourbillonne avec violence. Imaginez d'immenses panaches de gaz brûlant jaillissant de son cœur, atteignant la surface, avant de replonger vers l'intérieur. Et ces bulles dépassent non seulement la taille du Soleil, mais aussi celle de l'orbite terrestre autour de lui. Ces bulles montent et redescendent à une vitesse vertigineuse, plus rapide encore qu'un engin spatial. Ce tumulte pourrait tromper nos instruments et leur faire percevoir une rotation plus rapide qu'en réalité. D'autres astronomes avancent que Bételgeuse aurait pu engloutir une étoile voisine, ce qui aurait accru sa vitesse de rotation. Mais ce ne sont, pour l'instant, que des hypothèses. Pause de 3 secondes. La situation s'est encore complexifiée lorsque Bételgeuse a de nouveau perdu en éclat, cette fois de manière inattendue. Ce qui est remarquable, c'est que la découverte fut faite grâce à un satellite météorologique. Les télescopes terrestres peinaient à l'observer en raison de l'atmosphère. Les chercheurs ont donc utilisé un satellite conçu pour surveiller le climat terrestre, mais capable aussi de capturer des images de l'espace. Comme nous l'avons évoqué, l'intensité lumineuse de Bételgeuse croît et décroît tous les 400 jours. Or, récemment, elle s'est subitement obscurcie dans une proportion 2,5 fois supérieure. Cet événement a été baptisé le Grand Assombrissement. D'après une première hypothèse, Bételgeuse aurait connu un refroidissement soudain, accompagné d'une expulsion massive de matière, formant un vaste nuage de poussière. Celui-ci aurait occulté la lumière de l'étoile, la rendant bien plus terne qu'à l'accoutumée. De surcroît, les chercheurs ont constaté un comportement inhabituel de cette poussière, ce qui pourrait trahir un dérèglement profond au sein même de l'astre. Le cycle de pulsation de Bételgeuse s'est lui aussi modifié. Il ne s'écoule désormais plus que 200 jours entre un pic de luminosité et son déclin. Et pour ajouter au mystère, au printemps 2023, l'étoile s'est mise à briller plus ardemment encore qu'à son zénith habituel. Pourquoi est-ce inquiétant ? Parce que cela pourrait être un signe précurseur du grand final de Bételgeuse. Et les conséquences pour la Terre ne seraient pas négligeables. Pause de 3 secondes. Nous pourrions être à l'orée d'une supernova. Lorsqu'une étoile massive comme Bételgeuse a consommé tout le carburant en son cœur, elle amorce la combustion de nouveaux éléments, tels que le carbone, l'oxygène ou le silicium. Ce processus conduit à la formation de fer en son noyau. Et c'est à ce stade que tout bascule. La fusion du fer avec l'hélium ne libère pas d'énergie, contrairement à d'autres réactions. Elle en absorbe. Cela provoque l'effondrement du cœur de l'étoile sur lui-même, un phénomène connu sous le nom de supernova à effondrement de cœur, un spectacle proprement renversant. Les supernovae dégagent une telle luminosité qu'elles peuvent surpasser l'éclat de galaxies entières. Mais celle de Bételgeuse serait exceptionnelle. Du fait de sa relative proximité avec notre planète, son éclat serait tel qu'on pourrait même la voir en plein jour. Lorsque cela se produira, Bételgeuse resplendira avec l'intensité d'une pleine lune, concentrée en un point minuscule. Pendant près de 2 mois, sa clarté sera si saisissante qu'il vous serait possible de lire un livre à la seule lumière de la supernova.
même en l'absence totale d'éclairage urbain, à condition que le ciel soit dégagé. 6 pauses de 3 secondes. L'idée d'assister à l'explosion de Bételgeuse en supernova a de quoi faire frémir d'excitation. La dernière fois qu'un tel événement s'est produit dans notre galaxie, c'était à l'époque de Johannes Kepler, il y a plus de 400 ans. Cet épisode céleste, baptisé SN 1604 ou supernova de Kepler, a illuminé le ciel pendant plusieurs semaines. Cependant, ne vous laissez pas emporter trop vite par l'enthousiasme, nul ne sait précisément quand cela surviendra. Une étude suggère que l'étoile se trouve dans sa phase de combustion du carbone. Si nous approchons de la fin de cette étape, alors Bételgeuse pourrait exploser d'ici quelques décennies. Mais cette hypothèse reste extrêmement difficile à vérifier, car, durant cette phase terminale, l'étoile ne manifeste pratiquement aucun changement visible. Même si Bételgeuse est suffisamment proche pour que l'on puisse en observer la surface, il nous est impossible d'en sonder le cœur. Peut-être n'est-elle qu'au tout début de la combustion du carbone, auquel cas l'explosion tant attendue ne se produirait pas avant 1000 ans. D'après une autre étude, Bételgeuse ne disposerait plus que de 3 siècles de carburant dans son noyau. Les chercheurs rappellent qu'elle est sujette à des cycles réguliers d'expansion et de contraction, et que son rythme de pulsation laisse entrevoir qu'elle est bien plus massive qu'on ne le pensait. Cela indiquerait qu'elle est plus avancée dans son évolution, et donc plus proche de la fin. Sacrée pause de 3 secondes. D'autres conjectures proviennent de l'étude d'étoiles analogues. L'étoile Vésix Canis Majoris, par exemple, située dans notre propre galaxie, semble plus proche de l'explosion que Bételgeuse, et son éclat diminue régulièrement depuis 1 siècle, à l'inverse de la stabilité relative de Bételgeuse. Si cette dernière était sur le point d'exploser, elle deviendrait de moins en moins lumineuse à un rythme soutenu. Par ailleurs, certains textes anciens laissent entendre qu'il y a 2000 ans, Bételgeuse apparaissait jaune, et non rouge, aux yeux des observateurs. Si cela est avéré, alors nous pourrions être témoins des tout premiers instants de sa phase terminale. En somme, nul ne peut prédire si la supernova éclatera demain ou dans un millénaire. Il nous faut simplement patienter. Hit pause de 3 secondes. Mais supposons qu'elle explose dès demain. Quelles seraient alors les conséquences pour nous? La supernova de 1987 dans le Grand Nuage de Magellan a démontré que les effets de ce genre d'événement pouvaient être perçus même à des distances vertigineuses. Ce nuage se trouve à près de 170 000 années-lumière, et pourtant nous avons pu capter son rayonnement. Il demeure difficile de définir avec précision ce que l'on appelle la zone de danger. Une estimation approximative la situerait à une centaine d'années-lumière. Fort heureusement, Bételgeuse se trouve bien au-delà. Elle ne représente donc aucune menace pour l'humanité. Nous pourrons donc admirer le spectacle grandiose de sa supernova sans en subir la moindre conséquence. L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans, ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans. Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques
qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quel secret elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile. Elles pourraient être causées par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi. Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire. Ces innombrables morceaux de roche et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie. Mais pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation. Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras. Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que 2 étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part,
Nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega. Vu, il semblerait que deux étoiles géantes aient été surprises en plein baiser romantique. Bien que cela puisse ne sembler être que des ragots de paparazzi au premier abord, il s'agit en réalité d'un phénomène cosmique fascinant découvert par une équipe internationale d'astronomes. Le cycle de vie d'une étoile solitaire est relativement simple. Elles naissent dans d'immenses régions gazeuses de l'espace, brûlent leur carburant, puis, à un moment donné, elles explosent en supernova. Mais lorsque des étoiles naissent à proximité les unes des autres, leur attraction gravitationnelle mutuelle peut les captiver dans ce qui semble être une danse éternelle. Parfois, elles se rapprochent tellement qu'elles semblent presque se toucher. Ces étoiles peuvent passer des milliards d'années à tourner l'une autour de l'autre. Mais leur baiser ne dure que quelques millions d'années, ce qui n'est qu'un clin d'œil à l'échelle du cosmos. Leonardo Almeida, le principal auteur de cette étude, s'était donné pour mission de trouver des étoiles binaires prisonnières de ce baiser cosmique. Il a concentré ses recherches sur la nébuleuse de la Tarentule, une magnifique région de formation d'étoiles située dans le Grand Nuage de Magellan, à 160 000 années-lumière de notre planète. Et là, il a découvert l'étincelant système d'étoiles binaires, baptisé VFTS 352, qui se démarquait nettement des autres. Les deux étoiles découvertes étaient assez grandes et de taille presque identique. Ensemble, elles forment une masse environ 57 fois supérieure à celle de notre Soleil. Avant cela, seuls 3 autres systèmes binaires de grande masse avaient été découverts. Étant donné que ces deux étoiles étaient si proches, elles généraient une attraction gravitationnelle intense qui les faisait orbiter l'une autour de l'autre à un rythme stupéfiant d'une révolution par jour, séparées d'à peine 12 km. Avec une telle proximité, elles formaient un pont permettant à leur carburant stellaire de se mélanger, partageant ainsi près de 30% de leur volume total. Les températures de ce système étaient également sans commune mesure et atteignaient les 41 000 degrés. Au début, il semble que le mélange interne de leur énergie pourrait permettre à ces étoiles de vivre plus longtemps, en brûlant plus de carburant sur des périodes prolongées. Mais ce bénéfice ne serait que temporaire. 2 scénarios probables se dessinent quant à leur destin. Elles pourraient fusionner pour former une étoile géante qui exploserait en supernova, ou bien elles pourraient exploser séparément et terminer leur jour en tant que trous noirs orbitant l'un autour de l'autre. Si elles fusionnaient, ce processus prendrait environ 600 000 ans,
tandis que si elle devenait un système de trous noirs binaires, elle pourrait continuer à brûler pendant encore 3 millions d'années. Cependant, les deux scénarios mèneraient finalement à leur destruction, à moins qu'elles ne se transforment en deux trous noirs distincts, dérivant dans des directions opposées à travers l'immensité de l'espace, une possibilité qui est également envisageable. Récemment, les astronomes du monde entier ont assisté à un spectacle étourdissant. Jupiter et Vénus, les deux planètes les plus brillantes du ciel nocturne, se sont tellement rapprochées qu'elles semblaient sur le point de se percuter ou de s'embrasser. Du moins, c'est à cela que ça ressemblait depuis la Terre. En réalité, elles sont toujours séparées par 643 millions de kilomètres. Un autre sujet fascinant pour les astronomes concerne les objets G. Ce sont des objets célestes qui ressemblent à des nuages de poussière et de gaz, mais se comportent comme des étoiles. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir supermassif, Sagittarius A, avec une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Et récemment, les scientifiques ont découvert deux objets mystérieux, baptisés objets G, proches de ce trou noir. Ce sont les objets G1 et G2. La théorie la plus vraisemblable est que G2 ait consisté en deux étoiles qui orbitaient autour du trou noir en tandem avant de fusionner en une seule énorme étoile, enveloppée dans un nuage de gaz et de poussière exceptionnellement épais. Lorsque G2 s'est approché au plus près du trou noir, il a émis une signature étrange, s'étirant et perdant une grande partie de son gaz. À mesure qu'il se rapprochait du trou noir, il a perdu son enveloppe extérieure et il redevient à présent plus compact. Ce qui enthousiasme particulièrement les astronomes à propos des objets G, c'est le matériau qui leur est arraché par les forces de marée lorsqu'ils passent près du trou noir central. Ce matériau finit inévitablement par être aspiré par le trou noir, créant un véritable spectacle pyrotechnique. Cela se produit parce que le matériau consommé par le trou noir chauffe et émet des radiations avant de disparaître à travers l'horizon des événements. Cet horizon est la limite redoutable d'un trou noir, au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper. Il semble maintenant que les scientifiques aient découvert 4 autres objets G. G3, G4, G5 et G6. Tous sont situés à moins de 0,13 années-lumière du trou noir. Il se pourrait que ces 6 objets aient autrefois appartenu à des systèmes binaires qui se sont rapprochés jusqu'à fusionner en raison de la puissante gravité de cet imposant trou noir. Habituellement, il faut plus d'1 million d'années pour que le processus de fusion entre deux étoiles s'achève. Nous espérons découvrir davantage d'objets G, car cela nous offre l'une des rares occasions d'étudier le comportement des matières proches d'un trou noir supermassif sans qu'elles ne soient immédiatement englouties. Du moins, pour l'instant. Avez-vous entendu parler des étoiles variables? En regardant le ciel, nous imaginons souvent que les étoiles sont des points de lumière immuables et éternels. Mais si certaines étoiles paraissent qu'en constantes, d'autres changent de luminosité au fil du temps, d'où leur nom d'étoiles variables. Certaines s'éteignent et se rallument sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs années. Ces variations ne sont pas visibles à l'œil nu. Seuls les astronomes, grâce à leurs équipements sophistiqués et leurs observations à long terme, sont en mesure de les détecter. Et que dire des étoiles vampires? Imaginez deux étoiles dans un système binaire, une géante rouge et une naine blanche, tournoyant l'une autour de l'autre comme des danseuses de ballet cosmique. La géante rouge, autrefois étoile vibrante, a vieilli et s'est affaiblie. Ses couches externes d'hydrogène, autrefois fermement maintenues par sa gravité, se sont relâchées, la rendant vulnérable à l'avidité de la petite et dense naine blanche. La naine blanche, surnommée étoile vampire, convoite le carburant de sa grande sœur et y voit une opportunité inespérée. Alors qu'elles dansent ensemble, l'étoile vampire utilise sa puissante force gravitationnelle pour siphonner l'hydrogène des couches externes de la géante rouge. Elle brille alors d'une teinte bleue et semble rajeunir et déborder d'énergie à mesure que sa cavalière se rabougrit. Mais il n'y a pas que les étoiles vampires. On compte aussi des étoiles zombies. Parfois, lorsqu'une géante rouge explose, elle ne se désintègre pas complètement. Au lieu de cela, un reste de naine blanche subsiste après elle, comparable à une étoile zombie qui était morte mais est à présent revenue à la vie. Cependant, cette étoile zombie n'a pas faim de cerveau comme dans les films.
mais de l'hydrogène même que l'étoile vampire lui volait depuis le début. Si l'étoile zombie se trouve suffisamment proche de son ancienne partenaire, elle commencera à aspirer de la matière pour ressusciter son noyau. Elle deviendra alors une bombe d'hydrogène prête à exploser dans un formidable spectacle de vengeance cosmique. C'est un phénomène fascinant que nous ne détectons généralement pas car ces explosions sont beaucoup plus faibles que les supernovas habituelles. Mais lorsqu'elles se produisent, la détonation qui en résulte est proprement dantesque et détruit à la fois l'étoile vampire et son jumeau zombie. Il semblerait que les vampires et les zombies ne soient pas que des personnages de fiction après tout. Non seulement nous sommes faits de poussière d'étoiles, mais nous avons aussi plus de points communs avec les étoiles que nous ne le pensions. Ainsi, les étoiles aiment également rester en groupe avec leurs proches, et la plupart des étoiles préfèrent donc voyager à travers l'univers en amas. Ces amas stellaires sont des groupes d'étoiles gravitationnellement liés entre elles. Celles qui s'y trouvent sont généralement du même âge et du même type, partageant les mêmes passe-temps et les mêmes centres d'intérêt. Peut-être ont-elles même une vie sociale plus active que la nôtre. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation. Les 2 premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une 3e étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage. Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre, avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des 2 autres étoiles? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms.
Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures, mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elle. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes. Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose. Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine, 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B, qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux Soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible, mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement,
Qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, et tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant.
Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les 2 côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant.